Au plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Manifestation ce lundi des assistants sociaux au ministère de l'Action sociale. Ils sont tous jeunes, à majorité, et depuis un moment, ils ont œuvré auprès des communautés rurales pour lutter contre certains fléaux. Désormais, ils attendent leur intégration à la fonction publique. Quel est le rapport qui existe entre la CENI et les partenaires techniques et financiers? On pose la question ce soir. Nous allons surtout ressortir dans ce journal le degré d'implication des institutions internationales dans le processus électoral en Guinée. Et puis le chef de l'État islamique est mort. C'est le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a fait l'annonce. Abou Bakr al-Baghdadi est tombé lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Bienvenue à tous aux 20h. Manifestation ce lundi des assistants sociaux au ministère de l'Action sociale. Ils sont tous jeunes, à majorité, et depuis un moment, ils ont œuvré auprès des communautés rurales pour lutter contre certains fléaux. Désormais, ils attendent leur intégration à la fonction publique. Suivez. Nanamou est assistant social dans la région des Érékoré. Il a tout abandonné pour venir manifester à Conakry. À travers ce mouvement et avec d'autres assistants sociaux, il réclame son intégration à la fonction publique. Il dit s'être sacrifié auprès des communautés rurales pour lutter contre les violences faites aux enfants. Promis d'être intégré à la fonction publique, cet assistant social est surpris d'apprendre d'autres informations. Au moment qu'on est en train de se battre pour lutter contre la violence faite aux enfants, injustement, on voit une liste qui apparaît parce que le président avait ordonné d'engager les 120 assistants sociaux et ils laissent les 120 assistants sociaux, ils prennent des gens, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on est là vraiment, on n'est pas à l'aise, on est tout dans nos états. On a écrit, mais ils passent par tous les moyens pour piétiner parce que c'est leurs frères, parce que c'est leurs fils qu'ils ont mis là-bas. Sur 120 assistants sociaux devant être à la fonction publique, seulement 25 ont été retenus. Sur les 120 assistants sociaux, il n'y a eu que 25 qui ont été retenus et les autres ont été omis. Omis et remplacés par d'autres personnes qui ne font pas partie des 120 assistants sociaux. Nous avons laissé nos familles, certains ont laissé leur mari. Il y a eu des accidents de travail sans aucun accompagnement de la part de notre ministère du tutelle. Malgré cela, nous avons tenu bon. Vous connaissez, il y a des journalistes qui étaient sur le terrain pendant Ebola. Vous connaissez tous les risques qui étaient liés à Ebola. Certains parmi nous, moi qui vous parle là, j'ai été mis en quarantaine. Ces manifestants disent avoir mené toutes les démarches pour trouver une issue à leur situation en vain. La ministre de l'Action sociale, citée dans cette affaire, a invité les manifestants autour de la table pour trouver une solution au problème. Et c'est un reportage signé Malik Sanguiana Camara. Des conducteurs de camions et certains transitaires ont exprimé leur mécontentement ce lundi au parc à conteneurs. Ils accusent la société Bolloré d'occuper tous les espaces et même celui réservé pour le stationnement de leurs camions. Le reportage est signé Marianne Fodé Camara. Aliouba les ont rencontrés. Suivez donc leur reportage. 11 heures, nous sommes à la rentrée du parc à conteneurs. Dès notre arrivée, certains transitaires par peur ne se sont pas prêtés à nos questions. Mais des jeunes regroupés au niveau de l'accès principal ont tenu à nous expliquer les souffrances qu'ils rencontrent depuis jeudi dernier avec l'entreprise Bolloré. Ces conducteurs nous confient qu'ils sont confrontés à un problème de place avec l'entreprise qui occupe l'espace qui pouvait recevoir une centaine de camions. Dans le parc conteneur, bon, vraiment là-bas aussi, c'est très petit. Et bon, ils ont rempli le port pour que nous on gagne la place. Ils ont envoyé le Roro là-bas, dans notre place. Vous voyez? Il a pris le véhicule Roro et ils sont débarqués là-bas. Là-bas, il n'y a pas la place. Les camions, il n'y a pas beaucoup de camions qui peuvent rentrer, stationner là-bas. Est-ce que vous avez vu? Donc maintenant, là, il n'a qu'à nous aider par rapport au Bolloré d'avoir la place là-bas. Cette situation amène les transitaires à payer plus d'argent encore à l'entreprise, ce qui pourrait engendrer une augmentation du tarif de marchandises et le transport. Quand le camion rentre quand ils vont bloquer le pont, les transitaires, chaque fois ils payent le surcharge.
Quand ils viennent, ils voulaient rentrer, ils font 2 jours, 3 jours, ils vont dire bon, le valider, c'est fini. Il faut qu'il ait qu'à aller Bolloré pour payer les surcharges. Vous voyez? Ces conducteurs et transitaires accusent les responsables syndicaux d'avoir bloqué leur bon d'accès. Ces responsables syndicaux avec lesquels nous avons eu un entretien en off nous ont dit qu'ils ne souhaitent pas s'exprimer sur le problème. Et à la base de l'entreprise Bolloré, on a tenté d'avoir leur version en vain. Les vigiles disent avoir reçu des consignes de ne pas recevoir des journalistes. Politique. Dans cette édition, il y a plus d'une semaine, l'Organisation internationale de la francophonie a annoncé qu'il était impossible pour la CENI de respecter la date prévue pour les élections législatives. Salif Kébé, l'équipe de Salif Kébé avait parlé du 28 décembre 2018. Il se pose donc la question de l'indépendance de l'institution en charge d'organiser les élections. Nous avons voulu savoir un peu plus sur l'implication de la communauté internationale dans l'organisation des scrutins en Guinée. Le président de la République a pourtant affirmé en 2015 que l'État était en mesure de financer lui-même toutes les opérations, ce qui ne serait pas le cas. Suivez ce reportage de Mamadou Kalisso et de Lamine Silla. La Commission électorale nationale indépendante CENI est-elle vraiment indépendante? Nos enquêtes révèlent qu'elle est appuyée techniquement et financièrement par les partenaires au développement, notamment l'Union européenne, le PNUD et l'Organisation internationale de la francophonie. Le recrutement et le paiement des experts internationaux qui ont audité le fichier électoral en font foi. La prise en charge de ces experts internationaux, autrement dit, le salaire de ces experts internationaux est venu de ces partenaires techniques. C'est eux qui ont payé les experts internationaux et ça c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que ce sont des partenaires qui aident la Guinée dans la conduite de son processus électoral. Autre fait marquant, le chef de l'État a dit que la Guinée est souveraine. Elle va organiser ses propres élections. Mais lors des présidentielles de 2015, la formation des 84 000 agents des bureaux de vote a été financée par le PNUD, révèle cet ancien commissaire de la CENI. Quand l'État ne paye pas, les commissaires ne sont pas payés, les travailleurs ne sont pas payés, ça fait des perturbations sur le terrain. Et dans notre monde actuel, c'est celui qui paye qui commande. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc par moment, la CENI n'est pas maître de ce qu'elle doit faire parce que c'est une autre personne qui doit payer. Si on respecte la loi en mettant à la disposition de la CENI les moyens nécessaires, son indépendance va s'affirmer, son indépendance va s'exprimer. Dans les conditions normales, les fonds alloués à la CENI, une fois votés à l'Assemblée nationale, doivent être remis à l'institution en charge des élections en Guinée. Mais tel n'est pas le cas. Conséquence, le report répété de la date des élections, qui a atteint son paroxysme le 22 octobre dernier. D'autant plus que l'annonce a été faite par l'Organisation internationale de la francophonie. Il était loisible pour l'OIF de faire ses recommandations à la CENI et qu'il revenait à la CENI la responsabilité encore de venir annoncer le report de la date du 28 décembre 2019. Je m'insurge contre ça à cause de l'expérience que nous avons vécue en 2010 où on a fait venir un expert de l'OIF pour présider la commission électorale de Guinée. Je crois que la Guinée a suffisamment d'experts pour gérer nos élections en Guinée. On n'a pas besoin d'un expert étranger pour gérer nos institutions. La sortie du chef de l'État dans le journal du Monde ne laisse pas insensible l'opinion nationale à propos des manifestations au bilan macabre, la modification de la Constitution. L'opposition a du mal à digérer les explications d'Alpha Condé. Djibriba à décryptage. On sait que ce sont eux-mêmes qui tirent sur les gens. Ce langage du président de la République a choqué l'opinion. Les commentaires ont plutôt voulu qu'il promeuve la réconciliation, le dialogue après une manifestation qui s'est soldée par la mort de 10 personnes. Encore, Alpha Condé ne s'est pas empêché de dire que ces manifestations ont été toujours des tentatives de déstabilisation d'un pouvoir démocratiquement élu. Sur le projet d'adoption d'une nouvelle constitution, le président guinéen affirme que quand il y a un débat dans le pays, il y a toujours du pour et du contre. J'ai donc demandé au Premier ministre d'organiser des consultations. Les points de vue
Des gens manifestent contre, mais il y a aussi beaucoup de monde dans les préfectures qui la veulent. Cette précision laisse encore planer des doutes sur son intention de briguer un troisième mandat. Plus loin, il insiste pour dire que la démocratie, c'est la voix du peuple. Si une partie veut et une autre ne veut pas, on ira au référendum. Cela inquiète. Alpha Condé enfonce le clou dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères du journal Le Monde. Dans les autres pays, il y a de nouvelles constitutions, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des morts, ils l'ont fait, affirme-t-il pour répondre à la question de l'adoption d'une nouvelle constitution. Le président de la République ne fait pas de cadeaux à ses opposants. Il leur dit dans un ton pas amical, une minorité ne peut pas imposer sa volonté au reste du pays. Lui, il est leader politique, nouvel opposant au régime d'Alpha Condé. Bien de Guinéens ne croient pas encore à son engagement. Et c'est Abdoul Kabele Camara, surtout que son absence aux activités du FNDC, opposé à tout changement constitutionnel, avait été constatée à un moment. Il a tenu à réaffirmer son engagement ce lundi. Plus question pour lui de revenir vers le pouvoir actuel. Ominato Sidibé, Yacouba Traoré. Nous voulons l'alternance démocratique dans le pays. Nous voulons que la démocratie soit désormais consolidée. C'est ce qu'annonce Abdoul Kabele Camara, le président du RGD. Il porte désormais le gant de fer en vue de contrer son chef. Le président du Parti de Rassemblement guinéen pour le développement réaffirme sa détermination à continuer le combat pour la défense de la Constitution face à une situation dramatique que la Guinée pourrait connaître et aussi essayer d'appeler les concitoyens à la vigilance pour barrer la route à un coup d'État constitutionnel, à la manipulation de la Constitution à des fins personnelles. Le RGD est membre du FNDC. Nous luttons pour une alternance démocratique en Guinée. Et nous devons nous battre, vous tous, pour que cette démocratie soit consolidée. Selon l'ancien ministre de la Sécurité, son parti a pour préoccupation la lutte contre le communautarisme. Je ne suis pas de la mouvance présidentielle. Je ne suis pas de l'opposition. J'assure le leadership du RGD. Je suis un républicain. Je suis contre les complots. Je vais pratiquer la politique autrement. On dit souvent que la politique, c'est la loi de la ruse et de l'hypocrisie. Moi, avec le RGD, nous voulons proposer au peuple de Guinée une autre manière de servir la politique. Il est hors de question de reculer dans la lutte contre le changement constitutionnel. Le combat doit continuer au nom de la liberté et de la démocratie, a lancé Maître Abdoul Kabele. Vous avez vu l'appel à une manifestation, une contre-manifestation le jeudi. C'est à vous d'analyser ce que cela veut dire. Mais le FNDC reste droit dans ses bottes et continuera la lutte pour que la démocratie ne soit pas déconsolidée en Guinée. La dernière marche du FNDC a connu un franc succès. Une raison de croire que le Front national pour la défense de la Constitution a montré son opposition à ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel, a-t-il conclu. Des jeunes qui seraient en lien avec CUNET dans des conditions douteuses ont été arrêtés à Dubreka et Koya par les autorités et les arrestations se poursuivent à l'intérieur du pays. Nos reporters ont recueilli un témoignage exclusif, celui d'un jeune qui était au chômage depuis 2015 et à qui on a proposé un emploi, sauf que ce n'est pas un emploi en tant que tel, mais plutôt une arnaque et c'est CUNET qui est encore accusé. Cela s'est passé à Kamsar où des centaines de jeunes étaient retenus. Suivant ce reportage réalisé par Mamadou Saluba et Yacouba Traoré. C'est un grand frère à moi qui est ami à celui qui m'a contacté. Maintenant, il a contacté mon frère, soi-disant qu'il y a une agence canadienne qu'on appelle Agence canadienne pour le développement international, qui est basé à Kamsar. Lui, il travaille là-bas il y a de cela un an. Ils m'ont appelé le 29 août en me demandant si je reconnais avoir déposé mes dossiers dans une agence canadienne qui est basée à Kamsar. Si c'était moi, Diallo Alpha Mohamed, tel diplômé, j'ai dit oui. Ils m'ont dit, ils sont en train d'examiner mon dossier. Au cas où je serais retenu, si je pourrais avoir 8 millions. J'ai un petit frère qui m'avait confié, comment on appelle, qui se trouve en Algérie. Il m'avait confié une somme de 5 millions. Moi aussi, ce que je vendais
n'était même pas équivalent à 5 millions. Mais j'ai liquidé tout ça pour compléter les 8 millions. Je bouge ici le 10, je me rends à Kamsar. Nous étions au nombre de 3. Il me dit, maintenant vous êtes retenus pour une durée de 90 ans. Il me donne un papier, il me dit signe sur ça. 90 ans, vous vous basez sur quoi pour me donner une garantie de 90 ans? C'est aujourd'hui qu'on s'est vu, non? Vous connaissez ma compétence? Qu'est-ce que je vous ai offert pour me donner une garantie de 90 ans? Il me dit, ah, ici on ne pose pas trop de questions, il faut aller suivre la formation. Comment se faire beaucoup d'argent? C'est ça le titre de la leçon en question, quoi. Comment se faire beaucoup d'argent? Maintenant, le formateur a écrit sur le tableau deux phrases. Père riche et père pauvre. J'ai dit, moi, j'ai une question à poser. C'est une agence canadienne qui m'a appelé pour me rendre à Kamsar. Vous écrivez comment se faire beaucoup d'argent, entre parenthèses, Kinet. Ça, je ne comprends pas ça. Un groupe de jeunes réunis autour d'une association cherche à expérimenter la culture du haricot à pita. Au-delà de l'alimentation familiale, le haricot blanc surtout est prisé dans les cérémonies, ce qui pousse certains jeunes à tenter cette aventure. Mamadou Sadio Baldé y a fait un tour, mais en attendant, il nous fait découvrir une plante en cacao dans une concession ici à Conakry. Suivez. Les géographes l'ont dit, la Guinée, c'est la synthèse de l'Afrique occidentale. La particularité de la basse-côte, toutes les plantes peuvent y pousser. Découverte dans une cour privée à Conakry, cette plante de cacao commence à produire des fruits. Son propriétaire n'invitera pas les firmes pour venir passer des commandes, certes, mais il ne fait l'ombre d'aucun doute. S'ils veulent, les planteurs peuvent se servir de cet exemple pour tenter le coup. Autre région, autre réalité. Ici à Pita, c'est un groupe de jeunes qui veut tourner momentanément le dos à la culture de la pomme de terre et s'orienter vers celle du haricot. Les prévisions sont bonnes si la récolte s'avère concluante. Par exemple, les haricots, selon l'estimation, si tu dépenses par exemple 5 à 6 millions à 8 millions, tu peux avoir 20 à 30 à 40 à 50 millions dans moins de 2 mois, si ça répond bien. Maintenant, si tout le monde arrive à comprendre ça, peut-être chacun va chercher parce qu'il y a des terrains suffisants. Mais pour en arriver là, il y a des préalables. Louer un tracteur, effectuer le labour, chercher une main-d'œuvre avant de passer à la semence sont des étapes déterminantes. On pensait bien qu'on ne pouvait pas faire ça à la main. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire de chercher un tracteur pour labourer. Par exemple ici, il y a les 2 parcelles et demi, ça c'est déjà sémé. Maintenant, ça nous reste les 6 et demi, parce qu'on a réparti l'hectare à 8 parcelles. Mamadou et ses amis respectent au pied de la lettre les conseils d'un agronome recruté spécialement. Maintenant, pour faire le traçage et mettre l'engrais, maintenant, s'aimer 2 à 2 les haricots, 2 à 2. Maintenant, après le sémence, ils vont bien travailler la terre, vous avez vu. Décourager l'aventure incertaine, c'est encourager les bras valides du pays à s'orienter vers un lendemain certain. On reste toujours avec les plantes. Le cannabis, avec sa version thérapeutique, c'est plutôt une réussite ou les autos. Là-bas, le gouvernement légalise non seulement la consommation, mais également la culture. Et derrière cet acte étatique, une industrie est née. Les multinationales s'y installent et créent des emplois sur place. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Sous ces serres, pas de fruits ni de légumes, mais des centaines de kilomètres de plants de marijuana. Le Lesotho est le premier pays africain à autoriser la culture du cannabis médicinal, une nouvelle législation qui attire les investisseurs étrangers. Le secteur pèserait 150 milliards de dollars au niveau mondial et les terres fertiles du Royaume du Ciel, comme on le surnomme, en font un véritable Eldorado pour une entreprise comme Medigro, qui s'est installée près de la capitale Maseru. Je pense que le Lesotho est super parce que la nature est intacte. L'air que vous respirez ici est pur, l'air de la montagne est incroyable. Il y a des ruisseaux avec de l'eau propre en abondance, donc les conditions sont favorables à la culture du cannabis. Mais cultiver l'or vert à un prix? Le gouvernement facture 30 000 € par licence qu'il faut renouveler tous les ans. Une somme colossale pour les agriculteurs locaux,
dans un pays frappé par le chômage et la pauvreté. La plupart des gens vivent du cannabis, mais illégalement. Alors on espérait que ce serait l'occasion pour eux de la cultiver légalement maintenant et d'essayer d'améliorer leur vie. Donc s'ils n'ont pas cette opportunité à cause de l'argent, je pense que c'est un peu injuste pour eux. La culture du cannabis remonterait au XVIe siècle au Lesotho. Elle occupe encore aujourd'hui une part importante des revenus des petits agriculteurs qui comptent sur les contrebandiers pour vendre la marchandise en Afrique du Sud. C'est une activité dangereuse, mais je fais vivre mes enfants grâce à ça. Ils ont de quoi manger et s'habiller, mais je peux mourir à cause de la contrebande. Le marché mondial du cannabis pourrait atteindre plus de 270 milliards de dollars d'ici une dizaine d'années. Une manne financière dont les petits planteurs du Lesotho sont encore exclus. Je vous l'annonçais, le chef de l'État islamique est mort. C'est le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a fait l'annonce. Abu Bakr al-Baghdadi est tombé lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Suivez. Le chef du groupe État islamique est mort. L'année dernière, les États-Unis ont imposé la justice aux terroristes. L'homme le plus recherché au monde, Abu Bakr al-Baghdadi, est mort. Il était le fondateur et leader de l'État islamique, l'organisation terroriste la plus violente et la plus impitoyable au monde. Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche. Abu Bakr al-Baghdadi a été tué au cours des raids américains à Idlib, dans le nord de la Syrie. Ces débris sont les seuls restes de sa maison. Les tirs des forces spéciales américaines ont visé une maison où le chef de l'État islamique s'était réfugié dans un tunnel avec 3 de ses enfants. Il a fait exploser sa veste d'explosifs et il s'est tué ainsi que 3 de ses enfants. Son corps a été mutilé par l'explosion. Le tunnel s'est effondré. Les tests ont donné un résultat certain, immédiat et positif à 100%. C'était lui, Abu Bakr al-Baghdadi. Cette édition a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV.